Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes un cas à part dans l'histoire de la télévision. Vous avez pris le risque de partir au sommet de votre notoriété. En prenant ainsi de la hauteur, vous avez atteint un autre sommet, celui du bonheur. Vous le racontez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Véronique Aloubry. Bonjour Jacques, comment allez-vous? Très bien, et surtout je suis très heureux de vous revoir parce qu'il y a des années qu'on n'avait plus entendu parler de vous sur les ondes parce qu'il y a eu d'autres occasions. On va donc évoquer votre parcours à l'occasion de la sortie de ce livre « La vie m'a réservé bien des surprises » chez Le Duc, qui sont vos mémoires et qu'on va évoquer longuement tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par évoquer votre carrière. Et là, une première date que j'ai trouvée ne vous correspond pas exactement, mais elle correspond à un tournage en voisin. Écoutez. Le film Le Grand Chemin de Jean-Louis Hubert, qui a été tourné près de chez vous. Chez ma grand-mère. Ouais, c'est fou, hein? Chez ma grand-mère. Dans un moulin. Dans la maison et dans le moulin de mes grands-parents. Et j'en parle dans le livre d'ailleurs. Exactement, c'est pour ça que j'ai trouvé l'information. En fait, l'histoire, c'était un petit Parisien qui doit être élevé par des amis, qui se familiarise avec l'ambiance de la campagne, et il adore cette campagne. Il y a un lourd secret, mais ce qui compte, c'est cette campagne. Donc, c'est donc dans un moulin, et je crois que ce moulin avait été réquisitionné pendant la guerre par les Allemands, Véronique Aloubry. C'est exactement cela, c'est-à-dire que ce moulin a été réquisitionné à l'époque pendant la guerre par les Allemands, et mes grands-parents étaient là, et après mon grand-père a été prisonnier de guerre également aussi, mais c'est le moulin de mon enfance. J'ai tout fait dans ce moulin. Toutes les bêtises possibles, inimaginables, le blé avec mes cousins, tout renversé, enfin, ce que font les enfants quand ils n'ont aucune notion du danger, parce qu'on sautait des fenêtres du moulin, on allait sur les ailes du moulin, et quand je l'ai vu dans le Grand Chemin, j'ai eu beaucoup de nostalgie. C'est vrai que c'était vos grands-parents, c'est en Loire-Atlantique, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est une petite ferme dans laquelle vous avez découvert la campagne et aimé la nature, Véronique Aloubry. C'est exactement ça, c'est-à-dire que mes grands-parents étaient des fermiers, et ils avaient cette ferme justement à côté du moulin, et j'ai passé toutes mes vacances, les vacances de mon enfance, en Loire-Atlantique, dans cette ferme. Et il n'y avait pas de salle de bain, je crois. Non, pas de salle de bain, c'est une pièce principale. C'est tellement difficile à imaginer aujourd'hui. Quand je dis à ma fille, chez mes grands-parents, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de toilettes, les toilettes étaient dans le jardin. Mais c'est aussi nos grands-parents. Enfin, moi, de la campagne, c'était comme ça. Et c'était une pièce principale, pas de salle de bain et une chambre pour tous les petits-enfants. Et d'ailleurs, vous êtes né sur une route de campagne qui est près de Paimboeuf, un petit village. C'est pas le nom le plus beau du monde pour une naissance, mais en fait, on n'a pas eu le temps d'aller à Nantes. Je fais tout vite et ma maman j'étais pressée d'arriver. Et voilà, elle devait accoucher à Nantes, je devais naître à Nantes. Et j'ai accouché sur une petite route de campagne. Voilà, et ça vous a porté bonheur pour l'amour de la campagne. Et vous avez grandi juste à côté, à Saint-Brévin-les-Pins. Il y a une forêt de pins en 1900 qui est née, et c'est pour ça que ce village qui s'appelait Saint-Brévin est devenu Saint-Brévin-les-Pins, je crois. Exactement, vous êtes très bien informé. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a passé ses vacances d'été là-bas, c'est Laurent Voulzy. Ah bon? Oui. Toutes ces vacances d'été. Je ne savais pas. Ouais. Alors, donc vous grandissez, et je crois que votre prénom a été choisi sur un calendrier. Oui, c'est ça. Véronique au départ. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que je devais m'appeler Karine. Et en fait, il y avait la meilleure amie de ma maman qui, à l'époque, elle a accouché un jour avant. Elle a appelé sa fille Karine. Donc ma maman a pris un prénom au hasard. Elle a dit, ça sera Véronique. Comme je dis, ça aurait pu être... Et voilà, oui, ça aurait été plus pittoresque. Vous avez surtout changé ce prénom lors d'un voyage en Italie en Veronica. En fait, c'est pas moi qui l'ai changé, c'est eux. Et ils m'appelaient Veronica. Mais Véronique, pour eux, c'était pas possible. Enfin, ils le prononçaient pas comme cela. Et du coup, on l'a gardé et tout le monde m'a appelé comme ça, mes parents, et puis c'est resté. Et voilà. Votre père, je crois, n'était pas du tout dans le spectacle. Il était à l'aérospatiale. C'est ça, mes parents sont des ouvriers. Mon papa travaillait à l'aérospatiale, ma maman à la sécurité sociale. Voilà. Et je crois que votre maman est extraordinaire parce que je crois qu'à 78 ans, elle fait toujours du tennis. Elle est classée au tennis. Incroyable. Et quand le dimanche elle perd, elle joue 2-3 fois par semaine, elle me dit « Oh là là, c'est encore une petite jeune qui m'a mis la tannée. » Et je lui dis « Mais elle a quel âge ?» Elle me dit 50 ans. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et elle peut pas se passer de ne pas jouer au tennis. Et Mais mes parents font du sport, tous les deux. Il a 82 ans, mon papa, il fait 80 km en vélo tous les 2 jours. Mais pas électrique, hein. Moi, je fais du vélo électrique, pas lui. Vélo, vrai vélo.
C'est magnifique. Alors, vous étiez vous aussi agité à l'école, mais à l'école seulement, parce que vous étiez bavarde, assez dissipée, je crois, Véronique Aloubry. Très bavarde. J'ai toujours été bavarde, en fait. Je suis quelqu'un qui aime parler, donc je suis une spoken person, comme on dit. Oui. Et puis, vous aimez voyager, et je crois que c'est votre professeur d'histoire qui vous a donné le goût du voyage. Mon professeur d'histoire, c'est mon plus beau souvenir d'école. C'était un monsieur, j'étais au premier rang, et je buvais ses paroles, et je me disais que je ferais le tour du monde, moi qui étais de ce petit village de peu d'habitants, et je me disais... Je suis retournée le voir plein d'années après la télévision, et je lui dis merci de m'avoir fait autant aimer la découverte du monde. C'est grâce à lui, ouais, c'est grâce à ce prof. Et puis j'ai découvert en lisant votre livre, La vie m'a réservé des surprises. J'ai été étonné de savoir que finalement vous aviez un chaperon quand vous alliez danser au Macumba à la Baule, qui était votre père. Qui dormait dans la voiture. Je fais exactement la même chose avec mon fils maintenant, mon papa, qui faisait 30 ou 40 kilomètres en voiture et qui m'attendait sur le parking en pyjama tous les samedis et tous les vendredis soirs, parce que je lui disais, papa, il faut attendre. Là, il voulait pas que je rentre en voiture avec des jeunes. Et mes parents me protégeaient. Et il attendait devant le Macumba, voilà, à la Baule, effectivement, devant. Et vos copains et vos copines disaient rien? En fait, au début... Il me disait, il y a un monsieur en pyjama devant là. Alors je disais à mon papa, maintenant papa, tu peux rester en pyjama, mais mets-toi derrière dans le parking, que personne te voit. Mais maintenant, je le remercie tellement d'avoir fait ça. Et parfois, mon fils, il me dit, maman, je finis à 1h du matin, j'ai 1h du matin, je vais te chercher. Parfait, c'est ce qu'il faut faire. Alors, il se trouve aussi que le goût du scénario, de l'histoire, c'est venu très jeune. Je crois que vous imaginez des histoires où vous étiez la fille de Jean-Paul Belmondo. Moi, j'avais vraiment, alors... Je sais pas pourquoi j'ai autant rêvé quand dans mon enfance, je m'enfermais, j'écrivais des scénarios et je me voyais la fille de Jean-Paul Belmondo. Je ne sais pas pourquoi, je peux pas... Tout ce qui était écrit, j'étais la fille de Jean-Paul Belmondo. Voilà. Et en même temps, vos premiers spectacles, c'est la lecture du journal de Mickey devant vos copines. Le journal de Mickey, d'ailleurs, qui est né en 1934, qui a été le premier journal international sur Mickey. Walt Disney n'y croyait pas du tout. Il a donné l'autorisation à Paul Vinclair sur une carte de visite. Et il l'a regretté ensuite, oui. Mais ça, le journal de Mickey, c'est notre enfance. Voilà. On est d'accord. Et vous le lisiez à vos copines? Je le lisais et je les faisais payer. Et ça marchait? Oui. Et vous lisiez Donald, vous lisiez Zorro? Je lisais en fait toutes les bulles. Oui. Je racontais tout le journal de Mickey en entier et à la fin, je voulais qu'elle m'applaudisse. Et ils vous applaudissaient. Alors ensuite, vous avez totalement bifurqué puisque vous auriez dû faire autre chose. Vous avez fait l'école hôtelière. C'est assez étonnant, Véronique Aloubry. Parce que j'avais... En fait, l'école hôtelière, c'était pour faire du tourisme. J'avais envie d'être guide touristique, de parler. Toujours, ça revient toujours à cette parole finalement. Et enfin, et voilà, j'ai fait l'école hôtelière et je suis contente d'avoir fait l'école hôtelière. J'ai plein de bonnes bases. Oui, mais vous avez fait tout à fait autre chose. Je crois que vous avez été vendeuse sur les marchés et vous avez été serveuse au Hard Rock Café. J'ai tout fait quand j'étais en Bretagne. J'étais vendeuse, j'étais serveuse, tout pour me faire de l'argent de poche. Puis après, je suis venue à Paris. Et à Paris, j'étais serveuse au Hard Rock Café. J'ai tout fait aussi à Paris, vendeuse. Voilà, il fallait gagner de l'argent. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que l'inventeur du Hard Rock Café, c'est Yul Brynner. En fait, un jour, il a dit, je vais faire un restaurant et pour que les clients mangent vite, je vais mettre de la musique très fort. Ils partiront au bout de 45 minutes. Mais non. C'est comme ça que le concept est né à New York. Ça vient de New York. Et de Yul Brynner. Ça, j'adorais cet acteur. Il était magnifique. Quel acteur. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est votre parcours, car vous aimez les voyages, et vous allez partir à la Guadeloupe, où vous allez faire fortune dans les maillots de bain. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai, je vais faire fortune et parce que j'avais aussi encore toujours ce bagou et que je savais pas quoi faire et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit voilà, sur tous les maillots, tu vas toucher tant et tu défiles et tu les vends. Mais j'en vendais 200 par jour et voilà, j'étais la meilleure vendeuse quoi. Et sur la plage, dans les rues? Ah non, sur la plage. Uniquement. On se posait sur la plage et on marchait sur la plage de long en large, de long en large, de long en large. Mais il fallait le faire parce que les gens ont des maillots de bain en général sur la plage. Mais oui, mais comme c'était des vacanciers du Club Med, de tous ces gros hôtels, on était sur les plages des hôtels. Et en fait, ils avaient besoin d'un autre maillot. Et votre mère était très inquiète d'ailleurs. Oh là là, ma pauvre maman, elle a cru que je faisais un trafic de je sais pas quoi. Oui, vous avez raison, parce que sa fille qui avait pas un franc à l'époque,
Enfin, voilà, j'avais été serveuse, comme je vous ai dit. J'avais juste eu un aller pour la Guadeloupe. J'ai même pas pu payer un retour. À l'époque, on pouvait prendre un aller. C'était top. Et elle s'est dit, mais dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu peux pas gagner autant d'argent. C'est pas possible. Et c'était possible. Et votre première rencontre avec une star est assez étonnante, car c'est dans un hôtel. Vous avez vu Sylvester Stallone presque nu avec une serviette autour de la taille. Oui, c'est vrai. Ça, c'était à Saint-Tropez. Oui. Et il gardait le fils de George Hamilton, Oui. qui à l'époque, qui était Dracula. Vous savez, Oui, George Hamilton, bien sûr, vous le savez. Et en fait, son fils, Ashley Hamilton, était un ami. Et un jour, Ashley me dit, viens me rejoindre pour me chercher pour qu'on puisse sortir dans cette suite d'hôtel, au Byblos. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction en voyant Sylvester Stallone ouvrir la porte avec juste une serviette autour de lui. C'est quelque chose qu'on peut pas voir tous les jours dans sa vie. On est d'accord. On est bien d'accord. Et vous savez que Rocky est né de façon surprenante. Un soir, il regardait à la télé un match entre Mohamed Ali et Chuck Wepner. Il a vu Mohamed Ali gagner très très vite et c'était le déclic qui lui a donné l'idée d'écrire le scénario de Rocky. C'est génial parce que je vais ressortir d'ici avec plein de choses que je ne savais pas. Et nous, on va ressortir aussi avec des souvenirs qui sont dans ce livre. La vie m'a réservé bien des surprises dont on va continuer à parler à travers une autre date, le 4 juin 1995. À tout de suite sur Sud Radio avec Véronica Loubry. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Véronica Loubry, le retour de Véronica Loubry avec ce livre « La vie m'a réservé bien des surprises » aux éditions Le Duc. Votre parcours qu'on a commencé à évoquer et on va évoquer une autre date aussi importante, mais ça c'est très particulier. C'est votre première grande interview le 4 juin 1995. Ça vous dit quelque chose ? C'est Jacques Chancel qui vous interviewe dans Ligne de mire. Et pour la première fois, vous répondez à des questions sur votre jeune carrière. Ça alors ? C'est votre première grande interview parce que sinon, vous étiez à la télé mais pour d'autres raisons. Ça, c'est sûr. La cinquième chaîne qui est née, mais la vraie, pas celle qui était avant, la chaîne culturelle dirigée par Jean-Marie Cavada. Et pendant 9 mois, vous avez présenté les écrans du savoir. C'est assez étonnant, cette histoire. C'est très étonnant. Surtout la chance que m'a donnée Jean-Marie Cavada à quelqu'un de complètement novice, presque candide. Et je pense que c'est ce petit côté-là qui lui a plu, d'avoir toutes ces heures de direct où j'ai rencontré... des gens très éclectiques, les uns plus que les autres, et c'était un vrai challenge pour lui. Il m'a dit, il m'appelait dans son bureau, il me disait, mon petit bouchon, qu'est-ce que vous en faites des bourdes à l'antenne? Parce que c'était du... Ah oui. 3 heures tous les jours. 3 heures tous les jours, 3 heures où parfois il me disait 5, 4, 3, 2, 1 et moi je lançais alors que c'était la fin. C'est-à-dire que j'avais parlé pendant 10 minutes, j'étais à l'antenne, mais à l'époque il n'y avait pas toute cette technique, cette technologie, et en fait c'est des bons souvenirs. Et je lui dois beaucoup à Jean-Marie Cavada. Et comment êtes-vous arrivé justement sur cette chaîne naissante? C'était monsieur Minot. Jean Minot, qui est le directeur. Jean Minot, il y a des gens comme ça dans ma carrière, Jean Minot et Dominique Cancien, sont les 2 personnes qui ont cru en moi. Voilà, c'est tout. Il n'y en a pas eu d'autres. Mais en plus, les écrans du savoir, c'est une formule aujourd'hui très courante, mais une animatrice présentant 3 heures le matin, c'était totalement novateur à l'époque. C'était novateur et c'était risqué. Oui. On peut dire. Mais en plus, c'était culturel. Donc c'était pas évident non plus. Il fallait séduire le public en lui apprenant des choses. C'était ça, et c'est là où le challenge était parfait. C'est que quand je recevais Albert Jacquard, moi qui étais toute jeune, j'étais fascinée par des gens comme cet homme. J'aurais aimé, maintenant avec le recul, je me dis, j'aurais adoré recevoir tellement de gens, Jean d'Ormesson. Mais c'était risqué, mais c'était une belle expérience. Alors, votre autre coup de cœur pour la télévision, il est né à Tahiti Beach, à Saint-Tropez, où vous défiliez et où vous avez été justement repéré par Dominique Cancien. Tout à fait. Je dois beaucoup à Dominique Cancien. C'est une femme qui m'a portée et qui a surtout ne m'a jamais... jugée. Elle me disait, toi t'es un extraterrestre, tu fais rien comme les autres, je sais qu'un jour tu vas t'arrêter quand ça sera le meilleur moment, mais là maintenant tu dois venir avec moi à Paris, je vais te faire passer un casting. Qu'est-ce que vous faisiez à Saint-Tropez, à défiler? Je faisais la suite de la Guadeloupe. Oui. J'avais gagné tellement d'argent en Guadeloupe, je me suis dit je vais faire pareil à Saint-Tropez, vendre des maillots comme je le dis, et Dominique Cancien était là et elle m'a repérée.
Oui, et elle vous a fait passer un casting que vous avez passé totalement décontracté, Véronique Aubry. Le plus décontracté du monde. Et nous étions 300. Oui. Et voilà, elle m'a rappelé pour me demander si j'avais un passeport. J'ai dit non. Parce qu'à l'époque, on pouvait voyager sans passeport, avec la pièce d'identité. Et j'ai dit non, pas du tout, j'ai pas de passeport. Elle me dit, va falloir en faire un, tu pars 3 mois tourner aux Bahamas. Et vous ne saviez même pas ce que c'était que les Bahamas. Je ne sais même pas où c'était. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez tourné là-bas? J'ai tourné une émission qui s'appelait Le Trésor de Pago Pago et qui n'a jamais été diffusée. Et c'est aussi ça, la télévision. C'est-à-dire qu'on fait des pilotes, mais plus que des pilotes, on fait des émissions et qui ne sont pas diffusées. Ça, c'est étonnant parce que c'était une idée formidable, Le Trésor de Pago Pago. C'était super. C'était novateur. C'était novateur, c'était sous l'eau, c'était extraordinaire dans des paysages absolument idylliques, mais ça n'a, je sais pas ce qui s'est passé. Et finalement, vos débuts à la télévision, je crois, ça a été dans Sacrée Soirée. Oui. Comme chroniqueuse. Oui, c'est ça. Et la première, c'est très mal passé. Ça aurait pu mal se passer. Ça aurait pu mal se passer. J'ai beaucoup bégayé. C'était du direct. J'étais très intimidée. C'est le direct. À cette époque, on avait des millions de téléspectateurs sur Sacrée Soirée. 7 millions. 7 millions. Si vous vous rendez compte, c'est et en fait quand comment il s'appelle Michel Leb. Michel Leb me dit alors ma petite c'est de la soie en parlant de parce que j'avais une jupe et moi je savais pas quoi lui dire, je lui dis ne touchez pas, il fait si vous commencez à bégayer comme ça vous allez faire une courte carrière. Il m'a dit ça et là je me suis dit, il y a 2 écoles. Soit je rebondis, soit... Vous êtes d'accord, c'est très difficile pour une jeune femme à l'époque. Et puis lui, il avait eu des débuts difficiles. Il passait dans le cabaret en reprenant le sketch de la machine à écrire de Jerry Lewis. Exceptionnel. Oui, seulement personne l'écoutait dans le cabaret. Et une fois, il est tombé de sa chaise. Et c'est la seule fois où les gens sont retournés pour le regarder. C'est pas vrai. C'est génial. Mais c'est pas facile parce que ce sketch, il est quand même la machine à écrire... on le connaît, c'est un classique. Alors, c'est grâce à Sacrée Soirée que vous avez été repéré et que vous êtes arrivé sur Star News, je crois, Véronique Aubry. Oui, mais toujours dans la... C'était Christine Lenz, je crois, bon, ça parle à personne, hein, mais qui... était directrice de voilà. France 3. Ah oui. Ah bah à l'époque, elle était sur M6 oui. Et donc elle a parlé avec Dominique Cancien. Dominique Cancien m'a dit vas-y fais-le, ça te fait les armes. Et j'ai commencé sur Star News, oui c'est vrai. Après. Et il y a eu ensuite Sport Événement qui vous correspondait parce que vous êtes une grande sportive. Oui, en fait ça me correspondait bien. J'ai essayé tous les sports du monde dans le monde entier. Toujours. Mais pourquoi par passion? Il y a des risques parfois. Ah oui mais j'ai pas tout essayé non plus. Hein. J'étais là, je me baladais dans tous les pays. En fait moi la télévision ça a été... un passage où je me disais je profite un maximum des beaux endroits et voilà c'est tout, c'était pas une fin en soi. Oui. Oui, mais le sport, il y a eu aussi quand même un moment fort. Je crois que vous avez été championne troisième au championnat de France de jet ski. Il y a eu les 24 heures de Chamonix et la Nissan Startup en voiture. J'ai un peu tout fait, moi. Je suis un peu touche à tout, un peu casse-cou. J'ai été 3e du championnat de France de jet ski sur une étape. Et à l'époque, c'était Karine Paturel qui était championne de France. Du monde, elle était championne du monde. Et je m'en souviendrai toujours parce que j'avais les doigts scotchés au jet ski pour ne jamais arrêter. Vous savez, c'est un accélérateur et on m'avait tout scotché la main pour ne pas tomber ni arrêter. Et en fait, je me suis dit, tant qu'à faire, faut foncer, quoi. Beaucoup de vagues, beaucoup de creux. C'était une belle victoire. En revanche, ça a été beaucoup plus difficile avec la planche à voile, je crois. Ah oui. La planche à voile, c'est pas mon truc. Je me suis cassé le nez lors d'une publicité. J'ai un peu menti en disant que je savais faire de la planche à voile, alors que je savais absolument pas faire de la planche à voile. Mais bon, ça fait partie de mon personnage. J'aimais bien le sport. Je me dis, je vais pouvoir le faire. Et puis il y a vos interviews, et je crois qu'il y a une interview avec Kevin Costner qui est dans les annales de la télévision, Véronique Aubry. Oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est toujours un peu pareil. C'était à Deauville, je crois. C'était à Deauville. Festival du film américain. On me lance dans une salle remplie de journalistes. Et vous, Jacques, vous savez qu'à l'époque, c'est aussi pas facile. Des gens qui ont des vraies questions. Et moi, qui suis là, lancée par Star News, au milieu de nulle part, avec Waterworld. Et voilà, et je lève la main. Mais on est 500 à lever la main. Et Kevin Costner dit, vous... En vous regardant. En me regardant. Mais moi, je le regarde à droite et à gauche parce que je ne pense pas que c'est moi. Oui. Et c'est moi. Mais là, je ne sais pas quoi lui dire parce que je n'ai pas de questions. Donc, je lui demande si sa chambre lui plaît ou bien s'il est bien installé. Et là, toute la salle rigole. Et je sais que c'est de la moquerie. Oui. Et il a demandé à ce que je revienne faire l'interview entière après dans sa chambre en disant « Elle est trop drôle, celle-ci. » Voilà. Vous ne l'avez pas fait. Et je ne l'ai pas fait. D'ailleurs, je crois que Kevin Costner, il a tourné Bodyguard.
Et il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que sur l'affiche, ce n'est pas du tout Whitney Houston. En fait, elle est repartie et on a pris une doublure parce que l'affiche n'était pas prête quand le film s'est terminé. Mais non. Si. Oh, c'est génial. Alors, je vais lui dire. Il y a eu aussi Clint Eastwood, ça a été aussi quelque chose, ça. C'est une super rencontre avec Clint Eastwood aussi, pareil. C'était bien pour moi de rencontrer tous ces gens, mais je n'avais pas... dans ma tête, en fait, je sais pourquoi tout ça, ça marchait, parce que je n'avais pas du tout ce côté ni fan, ni je me rendais compte. Alors évidemment, Clint Eastwood, moi j'ai été élevée au western. Donc vous me parlez de Yul Brynner tout à l'heure, tout ça, c'est des gens que je connais. Mais Clint Eastwood, c'est pareil. Je sais pas trop quoi lui dire. On a parlé de vêtements. On était habillés pareil. On avait les mêmes vêtements. Donc la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de lui dire qu'il était bien habillé, qu'on avait des similitudes. Je ne pensais pas du tout au film. Et les acteurs à cette époque-là, même toujours, quand ils sont en promo, on ne leur parle que de leur film, vous êtes d'accord? Bien sûr. Voilà. Et ici, on ne parle pas que de leur film, on parle de la vie. C'est différent. C'est bien. Et il y a quelqu'un aussi qui a débuté presque avec vous et qui est connu aujourd'hui, c'est Jonathan Lambert, dans La Fureur. Tout à fait. Ça aussi, une émission de télévision, je crois que c'était La Mini Fureur, et il était votre partenaire, il était déjà délirant. Il était génial. Que des bons souvenirs avec Jonathan. On a tourné La Mini Fureur, c'est Arthur qui nous produisait, et ça a été des très très bons moments. Et lui, il a fait une belle carrière, Jonathan. Oui, il avait débuté avec Jean-Pierre Coff en écoutant les horreurs qu'il sortait. Oui, je m'en souvenais plus. Ouais, c'était une torture pour lui. C'était une torture. C'était un bouc émissaire. Mais bravo, je m'en souvenais plus de ça. Super anecdote. Et puis, ce qui a votre succès aussi, c'est que vous avez tout de suite eu, Véronica Loubry, un capital de sympathie chez les Français, de par votre naturel. Je crois que c'est ça. C'est le côté un peu la fille d'à côté. Comme ils disent les Américains de Girl Next Door. Et je pense que c'est ça. Moi, je sais pas, oui, c'est une fille naturelle. Voilà, très naturelle. Et vos parents étaient quand même inquiets parce que la télé, ça les faisait pas rêver. Bah, ça leur faisait peur surtout. C'est-à-dire qu'ils savaient, mes parents, que j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup et qui faisait beaucoup de choses, qui n'avait pas honte. Mais ça leur faisait peur, c'est normal. J'ai pas des parents artistes, vous comprenez? Non, mais ils ont été rassurés jusqu'au jour où il s'est passé quelque chose, le 27 octobre 2001. À tout de suite sur Sud Radio avec Véronica Loubry. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Véronica Loubry, le retour, avec un livre de souvenirs, La vie m'a réservé bien des surprises, chez Le Duc, où vous racontez votre parcours qu'on a commencé à évoquer avec vos jeunes années, la télévision où vous êtes arrivé par hasard, et puis le 27 octobre 2001. Cette date vous dit quelque chose? C'est la nuit des 7 d'or. Ah, bah oui, évidemment. Car vous êtes nommée et vous recevez le 7 d'or de la meilleure animatrice télé pour le hit MCM. Alors, je reçois le 7 d'or pour la meilleure animatrice à télé, comme vous dites, et le visage préféré des Français à l'écran. Oui. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'est être le visage préféré français à l'écran. Et Jean-Luc Delarue me dit, tu vas tout décrocher. Je dis, mais jamais de la vie. Mon émission est sur MCM. Il y avait des grosses émissions. Il y avait des filles comme Sandrine Dominguez. En face de moi, il y avait vraiment des filles qui faisaient de la télé sur France 2. Et en fait, les Français, à l'époque, on décidait, Jacques, avec Télé 7 jours. Oui. C'est un par vote. Exactement. Et moi, dans le vote, j'ai toujours été numéro 1. Pareil avec le livre, on voit il était à peine en précommande qu'il était numéro 1 pendant une semaine. En fait, c'est le public qui décide. Et en fait, moi, je suis le public. Je pense que je suis une fille du public. Et ce jour-là, j'ai eu le 7 d'or. Je crois que c'était à l'hippodrome d'Auteuil, cette remise. Exact. Exact. Un lieu totalement inattendu. Et j'ai arrêté ce jour-là la télévision. Alors ça, c'est étonnant parce que Jean-Luc Delarue vous félicite et vous lui glissez à l'oreille, j'arrête. Et là, il est stupéfait. J'arrête. Il descend les marches. Il avait eu un 7 d'or aussi. Et il me dit, bravo ma belle. Je dis, j'arrête. Et il me dit, non, c'est pas possible. Tu viens voir mon bureau la semaine prochaine. Je dis, j'arrête tout, maintenant. Je suis enceinte, j'arrête. Et vous aviez fait en 8 ans ce que d'autres n'ont pas fait en une carrière de 30 ans. J'avais fait beaucoup. Oui, mais vous n'avez pas arrêté pendant ces 8 ans. J'arrête jamais. Voilà. Et d'ailleurs, dans ce que vous aviez fait, on a parlé d'animation, mais il y a eu aussi le côté actrice. Vous avez participé au sitcom Hélène et les garçons ou les garçons de la plage. Oui, à l'époque, ça faisait partie du... Voilà. Vous savez, moi, j'ai jamais été carriériste et je n'ai jamais eu de plan. J'ai été très autodidacte. D'ailleurs, Monsieur Lelay, quand j'arrive à Hawaï et qu'il me dit, il faut revenir, je lui dis non.
j'avais pas de plan de carrière et on me disait, vous voulez faire Hélène et Garçon? Ah ben on fait Hélène et Garçon. Vous voulez faire ça? Ah ben on fait ça. Moi j'ai toujours été très enjouée, je ne regrette rien, Jacques. Je ne regrette rien. Pour celles et ceux qui connaissent le feuilleton, je crois que vous étiez Laurence. J'étais Laurence. La cousine de Bénédicte. Ça repasse toujours, hein. Oui, oui. Je ne touche rien. Hein. Non, ça fait 25 ans que ça repasse. Toutes les nuits, il y a des gens qui me disent, je vous ai vu en tant que Laurence, je n'ai jamais rien touché. Et ça a été un génie, ce mec. Il nous a fait signer des contrats. Jean-Luc Azoulay. Ben oui, un génie. Ah oui. Si je le vois un jour, je lui dis, tu me dois énormément d'argent. Parce que, je rigole, mais vous vous rendez compte, 25 ans que ça passe ou 30 ans que ça passe. Mais moi, j'ai connu le temps où personne ne voulait de ces feuilletons. Il les écrivait dans un café, la Belle Ferronnière, à côté des Champs-Élysées, en jouant au flipper, et il se fait jeter par toutes les chaînes. Oh là là. Et ça a marché de façon incroyable, et ça continue à marcher de façon incroyable. Quelle belle incroyable. réussite. C'est magnifique. Alors, il y a eu aussi un feuilleton, mais qui a moins marché, c'est Paradis d'enfer. Oh, mais ça a été un flop. Alors, en fait, c'est pas... Alors, pas que ça a été un flop, c'est que ça fait partie aussi de la télévision et de tout ce que j'exècre à la télévision. C'est-à-dire qu'on nous commande, on fait 30 épisodes, on travaille pendant 3 à 4 mois tous les jours dans un studio, ils en passent 4, et comme l'audience n'est pas au rendez-vous à cette heure-là, on arrête tout. Il aurait peut-être fallu le programmer un autre jour, une autre horaire. Ouais, c'est fini, on arrête. Donc 25 épisodes à la poubelle. Voilà, et il y a des films dont personne ne voulait, comme Tootsie par exemple, qui sont devenus cultes. Ah, magnifique. Tout est possible. Et vous avez aussi été mannequin, mais pour Lolita Lempicka, parce que personne d'autre ne voulait de vous. Je ne sais pas comment l'expliquer ça. C'est-à-dire que j'ai pas été une mannequin, vraiment. Je suis, voilà, peut-être aussi mon caractère, vous savez, voilà, j'avais envie de dire non à beaucoup de gens aussi. Et non, j'ai pas été mannequin, j'ai fait qu'une fois avec Lolita Lempicka, voilà. Oui. Non, il y a eu aussi le défilé au Salon du Chocolat. En chocolat. Oh, vous savez tout. Une robe en chocolat. Oh là là, vous savez tout, hein. Je peux rien vous cacher. Oui, c'est 2 défilés. Ça a marqué la terre entière. Et la robe en chocolat, c'était comment? C'était magnifique. Une guitare et tout en chocolat, tout, c'était trop beau. Et puis, vous avez aussi été professeur de fitness, et là, vous avez innové avec une cassette, et je crois que tout le monde le fait aujourd'hui, et là aussi, Véronique Aloubry, vous avez été la première à faire ça. En France. En France. Parce que j'avais un modèle qui était Cindy Crawford aux États-Unis. J'ai fait le premier CD-ROM interactif de fitness, et ensuite on a fait une cassette. Et c'était génial, franchement génial. Et le fitness, c'est vraiment du sport que... C'était beaucoup de sport, oui. Et là aussi, vous adoriez ça. J'adorais. Cindy Crawford lui arrivait une aventure incroyable. En général, quand on fait une photo pour une retouche, on vous rajeunit. Et la photo qu'on a fait d'elle, on l'a vieillie par erreur. Oui, j'ai vu ça. C'est étonnant. Hein. C'est un truc de fou. Alors, il y a eu des plaintes, mais finalement, Cindy Crawford s'en est totalement fichue. Elle avait bien raison. Non, ce qui est étonnant, c'est que vous savez tout faire à la télévision, vous avez tout fait, et vous êtes comparé au stylo à Bic Bic. C'est vrai. Schling. Mais vous aviez envie de tout faire, de tout essayer. Oui. Vous avez essayé de descendre les 4 en même temps? Oui, c'est impossible. Et vous avez essayé, vous, de faire les 4 choses en même temps? Bah voilà. Ouais, j'ai essayé de tout faire et c'était impossible, mais je croquais la vie comme ça. Et le seul cauchemar de cette époque, je crois, c'est Fort Boyard. Oh, horrible. C'est-à-dire? Horrible. Parce qu'à Fort Boyard, on remplit un papier et ils nous demandent quelles sont nos phobies. Oui. Donc moi, évidemment, je mets les serpents et le vide. Bon, le premier truc qu'ils me font faire, c'est sauter dans le vide. Je me dis, ils vont pas me faire descendre après avec les serpents. C'est impossible. Bah si. Mais si. C'est un piège. Mais c'est incroyable. Mais j'ai fait des cauchemars, je vous jure, des années durant. Des années. À ce point-là. Oui, de descendre dans cette fosse, être entouré de tous ces serpents, de les soulever. Alors maintenant, quelque part, j'ai plus peur des serpents. J'ai plus peur. J'en ai dans mon jardin parfois. Non, j'ai plus peur. Mais là, j'ai vraiment vécu l'horreur. Mais vous avez résisté à tout. Vous parliez de Patrick Lelay. Il vous a proposé une émission très importante qui était, je crois, Célébrité. Oui. Et vous avez refusé. Ça, c'est votre caractère. C'est ça. C'est ça. Je venais d'arriver à Hawaï. J'étais bien. Et il me dit qu'il faut rentrer, qu'il faut faire que cette émission elle est pour moi, que ça va le faire, que ça va être une grosse émission. Je lui ai dit non, c'est pas. Non, je n'ai pas envie de rentrer maintenant. Il m'a dit, mais quand? J'ai dit, mais j'ai pas de date. Il m'a dit, mais Véronica, ça va passer à Alexandra Bronkers ou quelqu'un d'autre. J'ai dit, bah, voilà, tant mieux pour elle. Et c'était Alexandra Bronkers qui l'a présentée pendant des années. Et ça a fait sa carrière, elle devrait vous remercier. Et je pense. Et puis il y a une autre activité que vous avez menée brièvement, c'est la chanson. Oh. Écoutez. Les vents annoncent de grandes nouvelles, des idées folles, des gens qui se lèvent. Passe le message sur ton Ça a marché, email. c'est dans l'air, hein? Bah oui, et oh.
Hein? Ça a quand même bien marché. Je crois Ouais. que j'en ai vendu 70 000 ou je sais plus. Mais c'est le beat derrière, il est moderne. Hein. Oui. Parfois, ma fille me dit, c'est pas possible, c'est toi qui as chanté ça. Si on enlève ma voix et quand le beat derrière, il est pas mal. Non, c'était drôle, Mais c'était comment une c'est expérience. arrivé? C'est Romano Musumara que j'avais rencontré lors d'une émission sur France 2 et qui m'a dit vous avez un joli timbre de voix, je vais vous écrire une chanson. Il avait écrit Comme un ouragan. Bien sûr. Et voilà, Il avait aussi écrit Jeanne Masse. Jeanne Masse, en rouge et noir. Oui. Je pouvais pas refuser. Non, bien sûr. Je pouvais pas refuser. Mais la chanson, déjà enfant, vous chantiez, je crois, Chantal Goya, Bonnet M et Annie Cordy. Toujours. Et vous faisiez des concerts payants. Oui, toujours. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je mettais toujours mes petites copines devant moi, et je mettais le disque. Je mettais pas très fort. C'était un disque, comme vous savez, avec comme on a connu. Oui, avec des boutons. Voilà, et je chantais. Je chantais la chanson. Et ça vous amusait? Ça vous a pas donné envie de continuer dans la chanson? Non, c'était juste parce que ça faisait partie de l'entertainment du journal de Mickey, Ouais. et une chanson quand même. Ah, c'était la Bah prime, oui, hein. il fallait C'était le payer bonus, 10 voilà. centimes, il fallait avoir un peu de spectacle. Et puis, il y a une autre musique qui a compté dans votre cœur, mais pour d'autres raisons. Belle, tu es si belle, qu'en te voyant, je t'aime. Belle et Sébastien, l'aventure continue, la bande originale du film. Il faut savoir que Belle et Sébastien, au départ, c'est un feuilleton avec Mehdi, Belle et Sébastien. Et il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que Belle le chien suivait Mehdi pour le tournage, à condition qu'on mette du chocolat dans la poche de Mehdi. Sinon, il ne suivait pas. C'est C'est incroyable. extraordinaire. Parce que les chiens, là, sur le tournage, il y en avait 3. C'était pas ça, c'était pas le cas. Qu'est-ce que c'était bien, Belle et Sébastien, à l'époque, en Mais- noir et blanc. Mais là, le film, ça a été les débuts de votre fille, Oui. à 14 ans et demi, qu'on a qualifié de graine de star dans ce film. Comment elle est arrivée dans ce film? Elle a fait un casting. C'est Juliette Ménager qui l'a castée. Elles étaient 5 ou 6 petites filles. Et puis Christian Duguay, le réalisateur, a casté les 5 filles. Il a dit à tout le monde, est-ce que vous voulez vous couper les cheveux? Parce qu'elle avait les cheveux jusqu'aux fesses. Ils ont tous dit oui, oui. Tilan a dit jamais de la vie. Un peu un caractère aussi, c'est un bélier. Donc ils ont fait les essais avec une perruque. Parce que dans le film, au début, elle est italienne et c'est un garçon, soi-disant. Et en fait, il a fait un truc extraordinaire, ce réalisateur. Quand il a fait le casting, il a fait ça pour les 6 enfants. Il disait qu'il filmait. Et quand il disait, c'est bon, j'arrête, vous pouvez discuter entre vous, il continuait à filmer. Et les 4 autres petites filles, ou les 5 autres petites filles, sont restées à côté de l'acteur, qui est Sébastien, et elles lui parlaient pas. Et Tilan est la seule, quand il a dit j'arrête, elle lui a pris le chapeau, elle a parlé avec lui, et en fait, lui, il ne cherchait que cette connexion d'acteur. C'est ça qu'il voulait pour son film, que la petite fille s'entende bien avec le petit garçon, et non pas qu'il se tourne le dos quand on dit stop. Exactement. C'est comme nous, si quand vous dites pause, ben on se parle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il les a pris, et ça a très bien fonctionné. Et Belle et Sébastien, c'est magnifique. Voilà. Alors, le prénom de votre fille, Tilan, je crois qu'ensuite 356 filles l'ont porté et le portent, mais c'est vous qui l'avez inventé à partir de quelqu'un que vous avez rencontré. C'est une jeune fille à Hawaï qui m'a confié son surf. Et quand je lui ai dit comment tu t'appelles, elle m'a dit Thailand. J'ai dit oh là là, mais comment ça s'appelle, comment ça s'écrit? Elle m'a dit, elle était de parents vietnamienne américaine, et elle m'a dit TI-LAN. J'ai dit ouf. J'ai dit je le garde dans ma tête, j'appellerai ma fille comme ça, mais je le mettrai à la française. Et je l'ai inventé. Et l'état civil l'a accepté, ce qui Oui. c'était pas évident au départ. À l'époque, c'était pas évident. Oui. Il y a 23 ans, c'est vrai. Ils ont dit, c'est pas. J'ai dit oui, ça veut dire orchidée sauvage en vietnamien. Ils m'ont dit ah oui, mais bon, bah non. Et puis ils l'ont accepté quand même. Moi, je me souviens de René Goscinny qui, après mai 68, avait voulu donner le prénom de Anne Barricade à sa fille. Ça n'a pas marché. Ah bah, ça m'étonne pas. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous l'avez vraiment élevée d'une manière très particulière. Pas d'école au début, la première année, pas de maternelle. Et petit à petit, vous l'avez mis à l'école. Bah oui, je la voulais avec moi, près de moi, tout le temps. J'avais arrêté la télévision pour elle, c'était mon rêve. Et je l'ai pas mis à la maternelle première année, deuxième année, et puis à la troisième année, ici, à l'école à Paris, on m'a dit là, il est vraiment temps qu'elle ait des bases avec les autres enfants. C'était ça qui était important. Et après, je l'ai mis au CP, dans le sud de la France. Voilà. Et en même temps, elle a été repérée très jeune pour être mannequin. Elle a été mannequin enfant. Elle était mannequin enfant, elle a été repérée par Jean-Paul Gaultier dans la rue, sur les Champs-Élysées avec moi. Il savait absolument pas du tout qui j'étais, mais il trouvait qu'elle ressemblait à Brigitte Bardot petite. Et il voulait absolument une petite fille qui ouvre son show et qui ressemble à Brigitte Bardot. Voilà.
Et c'est né comme ça. C'est né comme ça. Et ensuite, c'est Azzedine Alaïa qui l'a employé comme mannequin. Azzedine, après, oui, qui lui a fait beaucoup. Elle a eu beaucoup de créateurs après. Et elle est devenue mannequin. Et je crois qu'elle a gagné le concours des plus beaux visages du monde sur une plateforme. Oui, après ça, c'est ce que je dis toujours, la beauté, c'est subjectif, c'est comme l'art. C'était un gros concours. C'était pas un concours du tout, c'est quelque chose qui se passe dans les pays asiatiques. Et ils mettent toutes les femmes, les actrices, Marion Cotillard, tout le monde, et ils font un classement mondial. Elle est arrivée une année numéro 1, mais bon, pour des gens, il y a des gens qui ont dit ah, c'est n'importe quoi. Moi, c'est mon enfant, donc évidemment, mais la beauté, hein, on est d'accord. Chacun, vous allez trouver quelqu'un de très beau, et puis moi non. Voilà, je suis pas pour ce truc de la plus belle petite fille du monde. Même elle veut même pas en entendre parler. Voilà. Non. Alors, vous avez aussi un garçon, Ayrton. Oui. Le prénom est né au Brésil. Et là, lui, il est tout à fait différent, très indépendant. J'ai la thèse et l'antithèse dans mes enfants. On s'y retrouve comme ça. C'est très bien, je suis très contente. En tout cas, on est très content de vous recevoir et d'évoquer dans quelques instants votre livre à travers la date. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Véronica Loubry. Donc, on a évoqué votre parcours tout à fait atypique entre la télévision et votre vie de famille. Et tout ça, vous le racontez dans un livre qui est sorti le 26 mars 2024. La vie m'a réservé bien des surprises aux éditions Le Duc. Pourquoi d'abord avoir fait ce livre aujourd'hui, Véronica Loubry? Je pense que c'était une période propice. Je pense que j'avais beaucoup sur Instagram de gens qui me disaient quand vous nous racontez des anecdotes de vous jeunes on aimerait bien l'avoir sur un livre. Il y avait une vraie, je sais pas, ça s'explique pas. Pour moi, tout ce qui est arrivé dans ma vie, c'était it was meant to be. Je parle anglais parce qu'avec ma fille, je ne parle qu'anglais. Oui. Et en fait, c'était comme ça. Ça devait être comme ça devait être maintenant. Et puis il y a eu le cancer de mon compagnon. Et en fait, je me suis dit c'est maintenant. Pour que mon cœur, vous savez, là je vous donne un scoop, mais le docteur hier m'a dit vous avez le syndrome du cœur brisé. Parce que ça fait 1 an pile que le cancer de mon compagnon c'est mince. C'est enclenché, oui. Enclenché, j'ai du mal à en parler. Mais et du coup, mon cœur, il a mal. Et j'avais besoin de tout mettre, de dire des choses. Voilà, j'avais besoin. Et je crois que dans sa guérison qu'on souhaite, votre présence et votre affection sont indispensables, sont même le vecteur de cette guérison. Oui, et hier, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui m'a dit, vous savez que l'amour à un docteur sauve. D'avoir l'amour de quelqu'un à côté de soi quand on est malade, ça peut sauver le pouvoir de la guérison sur le mental du malade. Et je suis ravie parce que c'est là où je veux l'emmener jusqu'à la guérison totale. Je vais être à ses côtés tout le temps. Je crois qu'en sortant de la première opération, il vous a demandé en mariage. Oui. Ouais, là on a passé 23 jours à l'hôpital, mois de décembre, donc le 24 décembre, le 31 décembre, on lui a enlevé 1 organe et demi. Et quand il s'est réveillé dans la salle de réveil, j'étais à ses côtés, je lui ai dit tout s'est bien passé. Il m'a dit est-ce que tu veux m'épouser? Et là j'ai dit à l'anesthésiste et au docteur, je dis docteur, je crois qu'il vous lui mettez trop de morphine ou je ne sais pas, il vient de me demander en mariage. Et alors le docteur rigole, il me dit écoutez vous verrez demain matin. Je dis oui mais là c'est quand même surprenant en sortant du bloc. Et le lendemain matin quand je suis arrivée dans la chambre, parce que je passais 10 heures avec lui, je lui ai dit hier tu m'as dit un truc, il m'a dit je dis mais je crois que tu étais complètement shooté. Il m'a dit non, je veux t'épouser. C'est magnifique. C'est un grand moment d'émotion dans ce livre que vous racontez, la maladie de Gérard, votre mari, mais surtout votre futur mari. Oui. Mais surtout, vous ne cachez rien dans ce livre. Vos mariages précédents, vos divorces précédents, vous jouez la carte de la franchise, Véronica Loubry. Bien sûr, et j'aurais pu écrire 3 fois ça, le livre, raconter plus de détails, mais je me suis arrêtée. Oui, j'ai eu 2 divorces avant. Voilà, là c'est la personne qui va m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie, le dernier chemin que l'on fait ensemble, comme le grand chemin du livre du début de mes grands-parents, ce chemin qui menait à ce moulin. Là, en fait, on va faire notre dernier chemin ensemble et je veux être à ses côtés. C'est la personne, pour moi, qui m'apporte tout ce que je peux lui apporter. Et en plus, vous évoquez ces 2 premiers mariages à travers les paparazzi que vous avez découverts. Et je crois que votre premier mariage a fait la une des journaux. Pour mon premier mariage, c'était une cata. J'ai coulé. Qui coule sur un radeau le jour de son mariage? Donc ça, c'était, j'ai envie de vous dire, c'était prédit que ça coulerait. Donc mon premier mariage a été assez rapide. Et puis le père de mes enfants, je suis restée 15-16 ans avec lui. Et j'ai eu mes beaux enfants.
Et voilà, maintenant c'est ma 3e histoire. Ça va, c'est pas non plus... Alors, il y a eu... Tout ça se passe à Aix-en-Provence, car maintenant, vous êtes une vraie Provençale. Ben, je crois. J'ai passé plus d'années dans ma vie en Provence qu'en Bretagne. Donc, je pense que je suis une Provençale, une provinciale et une Provençale. Oui, et provinciale aussi, c'est à la fois un atout et un problème, parce que à Paris, quelquefois, on ne vous a pas considéré. Tout à fait. Tout à fait. Mais vous savez, il y a des Parisiens qui pensent que dès la petite couronne, on est des ploucs, hein. Oui. Bah oui, c'est-à-dire qu'ils sont intramuros et dès qu'on s'en va, c'est pas, on n'est pas des personnes, enfin on est à côté de la plaque. Alors que moi, j'estime être d'une richesse de vivre dans le sud. J'ai multiplié tout par 1000 et je suis heureuse d'être une provinciale et une provençale. Je le revendique, mais à l'époque j'en étais, je me disais ça coince parce que je suis la petite provinciale justement. Oui, vous avez raison. Alors, il se trouve aussi que vous vivez à Aix-en-Provence et j'ai appris dans votre livre que vous avez dirigé l'une des plus grandes brasseries de France pendant des années, les Deux Garçons. Tout à fait. On avait une des plus grosses brasseries après la Coupole qui s'appelait Les Deux Garçons, qui était un monument historique. Et pendant des années, mon ex-mari avait acheté la moitié de la brasserie, puis entièrement. Et maintenant, elle a brûlé. Et puis voilà. Mais c'est un autre métier, ça aussi, pour vous. Mais ça allait bien avec l'école hôtelière, Jacques. Oui, ça allait exactement. très très bien avec. Et à l'époque, il y avait quelques temps avant, à côté d'Aix-en-Provence, un restaurant qui s'appelait Chez Gu. Et Chez Gu, c'était le rendez-vous de toutes les stars des années 60 à 80. Dès qu'il y avait un gala dans la région, on allait chez Gu, il y avait des photos de stars partout. Et c'était le seul qui vous recevait durant de minuit à 6 heures du matin. Ah, c'est génial, c'est où? Ça existe toujours? Non, ça n'existe plus. Ah. C'était à côté d'Aix-en-Provence. Mais c'est là où je crois que Johnny a rencontré Sylvie pour la première fois. Je vais aller voir. Ah, je crois que ça n'existe plus. Oui, mais il y a peut-être quelque chose, non? Une petite ruine? Non, je ne sais même pas. Une petite ruine, un petit truc. Et là, ça fait partie des... J'irai voir, je vous le dirai, d'accord? Et puis, vous avez aussi créé une marque de vêtements, W. Ça aussi, on s'y attendait pas. On le sait pas. J'ai fait beaucoup de choses quand même. Quand vous me dites tout ça, oui, j'ai créé une marque de vêtements pendant des années. Et vous avez appris des tas de choses. Ah oui, et ça a été vendu dans le monde entier. C'était très très bien. Qu'est-ce que c'était comme vêtements? Vêtements pour enfants et femmes enceintes. Ouais. Et c'était avec une copine, vous avez eu cette envie, cette idée. Cette idée. Ça, là aussi, c'est un métier qui s'apprend. Ah oui, là, ça a été vraiment des heures et des heures et des heures dans le tissu, dans le textile, dans le grammage, dans le coton, fabriqué au Portugal, revenir, partir, envoyer aux clients, parler avec les gens. Et quand j'allais devant les gens au bon marché, on me disait: mais vous êtes Véronique Alouvry, qu'est-ce que vous faites là? J'ai passé ma marque. Voilà, c'était, ça fait partie aussi des cordes que j'ai eues à mon arc. Et puis vous avez fait un retour à la télévision. Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur. Oubliez La les sacs ferme étoiles. célébrité que vous avez accepté uniquement parce qu'il y avait une œuvre caritative à la clé. J'ai accepté pour 2 raisons. Pour l'œuvre, parce que je suis toujours aujourd'hui marraine de plusieurs associations, dont celle pour les enfants en fin de vie, et parce que j'avais c'était tellement fusionnel avec ma fille que je m'étais dit il faut que je fasse un essai. Je l'avais pas quitté une semaine de ma vie. Bon, je suis sortie assez rapidement. J'avais demandé à la production de me faire sortir assez rapidement et je suis sortie assez... Sinon, le public me voyait gagnante. Vous imaginez? Ah, mais dès le début, vous étiez la plus populaire. Oui. Ça vous a surpris? Comme toujours. Voilà. Oui. Il y avait Régine, vous avez une scène mémorable avec Régine. Oh là là. Vous avez résisté à Régine. J'ai résisté à Régine, mais comme vous dites, est-ce que ça vous a surpris? C'est une bonne question parce que ça m'a toujours surpris, cette popularité. Et aujourd'hui, elle me surprend encore. Mais c'est comme ça, comme je vous disais. Et Régine avait mis trop de poivre dans les pâtes. Je lui ai dit, tu mets trop de poivre. Elle m'a dit, tu nous fais chier tout le temps avec le sel et le poivre. Paix à son âme, je me faisais une réflexion qu'il y a quand même... de la ferme célébrité où j'étais, et je n'ai pas de regret. Je crois qu'il y en a 4 qui sont décédés. Oui, c'est fou. Hein. Ça fait bizarre. Mais Régine, moi j'ai des souvenirs de Régine, avec Thierry Leluron se moquant d'elle, il l'appelait la petite sœur des riches, ou il l'appelait Twist ta gaine. Ah ouais. Ce qui valait aussi quelques réprimandes. Ah bah oui. Et puis, vous auriez pu faire de la télévision, après on vous a proposé des tas de choses. Ah, tout le temps. Et vous avez choisi de faire votre propre télévision en devenant influenceuse. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Je crois que vous avez découvert cet univers à l'aube de son succès. Oui. Ça fait 10 ans que je suis sur Instagram. Et dès que les stories d'Instagram sont arrivées, je me suis dit là, je vais faire ma télévision moi toute seule. J'aurais pas de producteur, je peux arrêter les caméras quand je veux. Et j'ai commencé, la première story Instagram, je l'ai faite. Mais c'est extraordinaire. Comment vous avez su ça? Ma fille m'a dit, maman, demain, ce qui se passe sur Snapchat,
ça va arriver sur Instagram. Je dis arrête, hein. Parce qu'on mettait que des photos au début. Oui. J'ai dit non, je vais pouvoir faire des stories qui duraient 8 secondes au début. Là, ça dure 1 minute maintenant. Et elle me dit oui, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux et parler. Et là, j'ai dit mais alors là, voilà, c'est maintenant. Et vous êtes devenue celle qu'on n'attendait pas sur Instagram. Et il y a un journal américain qui s'appelle Forbes. Il s'appelle Forbes parce que son créateur était un banquier chroniqueur financier en 1917 qui a créé ce journal. Voilà. Et tout de suite, une page là-dedans, mais ça a tout changé pour vous. Oui, c'est-à-dire que j'ai eu affaire à une journaliste incroyable, comme vous, qui avez fait beaucoup de recherches sur moi. Contrairement, moi, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai jamais eu vraiment de problème avec les paparazzi. J'avais plus des problèmes avec les journalistes. Parce que je leur disais plein de choses et ils ne reprenaient qu'un titre qui était une mini-phrase et ça a heurté énormément mes parents. Mais qui était fausse, en fait, c'était pour le buzz. Quoi, oui, c'était pour le buzz, exactement, vous avez tout compris. Et moi, j'ai su pour la recherche quand on parle de quelqu'un. Et en fait, cette journaliste de Forbes, elle a passé vraiment beaucoup de temps, 1 semaine à m'appeler. Et l'article a été le plus lu et le plus commenté sur Instagram depuis 2 ans. Donc ça a effectivement créé un buzz incroyable. Et pourquoi ? Parce qu'on ne s'attendait pas à vous voir sur Instagram. Pas à me voir sur Instagram, pas à me voir sur Forbes. C'est les femmes les plus influentes de France. Et surtout une influenceuse, plus de 50 ans. C'est ça. Qui démarre comme des petites jeunes sur la toile. Ben voilà, vous avez tout dit. Et vous avez eu, je crois, 230 000 followers. C'est ça. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est les followers ? Je n'ai jamais su exactement. En fait, les followers, ce sont les gens qui s'abonnent à votre compte. Vous êtes un tout nouveau follower. Oui, je me suis abonné hier soir en préparant l'émission. Hier soir. Donc, en fait, ce sont des gens qui s'abonnent et qui regardent vos stories, qui commandent, Voilà, moi j'ai plein de choses, c'est très éclectique. Pareil, mon Instagram, il y a de tout. Par exemple, hier, j'ai été dans une maison de retraite voir les petites grand-mères dont je m'occupe parce que je fais des bénévolats. Je prends mes stories et j'emmène les gens avec moi dans la maison de retraite. En fait, je les emmène partout avec moi, les gens. C'est comme un film. Enfin, 230 000 followers, c'est bien. Je précise que nous venons de passer le cap des 900 000 abonnés sur YouTube. Et comme notre émission sera diffusée sur YouTube, vos Instamis vous verront parce que vous avez des Instamis. Des Insta-amis, je les ai appelés comme ça, parce qu'on est très proches. Je discute énormément avec les femmes, 100 par jour. J'ai beaucoup de conversations avec ces femmes qui sont très différentes. Et c'est vrai que ça, c'est mes Insta-amis maintenant. Alors, une influenceuse, ça veut dire essayer des produits, des chambres d'hôtel et les recommander. C'est un métier tout à fait nouveau. Oui, mais pas que. Moi, j'ai commencé par l'hôtellerie, parce qu'évidemment, comme j'avais eu cette brasserie et que j'ai commencé avec les hôtels de luxe dans le sud de la France, c'est vrai que j'ai commencé comme cela, vous avez raison. Mais c'est pas que ça. Moi, j'ai transformé justement l'influence. L'influence, c'est pas montrer des produits toute la journée, et je refuse énormément de marques. Je refuse de travailler avec des très grosses marques, Jacques, et on m'a offert de très gros contrats, mais ça ne rentre ni dans mon éthique, ni dans ma façon de penser. Donc, ce n'est pas seulement ça, une influenceuse. D'autant que vous parliez de followers, et c'est très important pour moi. Je suis en guerre contre les gens qui achètent les followers, parce qu'on peut les acheter. On peut les acheter ? Eh oui. C'est fou, ça. On peut acheter des likes, on peut acheter des followers, et on peut acheter des vues. Des vues, vous pouvez acheter des vues. Et je suis en colère contre Instagram, parce que des gens comme moi, qui ont tous les followers, qui sont venus petit à petit, comme vous, voilà, il y en a d'autres, ils ont des millions, mais c'est acheté. Voilà. D'ailleurs, la preuve de votre succès, il y a eu une émeute lorsque vous avez fait un vide dressing à Aix-en-Provence chez vous. Oui, j'avais fait un vide dressing et en fait, la gendarmerie est venue en me disant mais c'est pas possible, vous avez créé un embouteillage, parce que les gens venaient de partout, ils sont venus de Lyon, de Bordeaux, de partout. C'était sympa. Pour acheter quoi ? Oui, j'avais mis tout ce que j'avais depuis 20 ans. Carrément. Ouais. J'avais fait, je crois qu'il y avait 1200 ou 2000 pièces. C'est incroyable. C'est génial. Mais là, maintenant, le côté influenceuse, ça se développe parce que vous allez sur les lieux à l'inverse d'autres. Oui. En fait, moi, dans mon émission, vous verrez, dans mon Instagram, j'ai une émission qui s'appelle Les coups de cœur de Véronica, et je vais dans des lieux. Et je fais découvrir des lieux, des spots de ma région. Et on vous découvre autrement dans ce livre « La vie m'a réservé bien des surprises chez le Duc » que je recommande à celles et ceux qui vous aiment, ce qui n'est pas difficile, et aux autres qui ne vous connaissent pas pour vous découvrir tel que vous êtes vraiment. Merci d'avoir écrit. Merci Jacques, je vous remercie de cette invitation, ça m'a fait très plaisir, c'est un honneur. Et un bonheur pour moi, et puis bonne santé à Gérard surtout, et soyez heureuse. Grande santé, merci beaucoup, vous aussi. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.